Pourquoi êtes-vous parti? C'est là une question que l'on me pose habituellement, quotidiennement, même depuis mon retour. Peu comprennent vraiment qu'un jour j'ai eu le besoin impérieux de partir, de quitter cette façon de vivre pour laquelle je n'avais plus de goût, en coupant tous les liens qui m'entouraient, qui me paralysaient au point que j'en avais perdu la joie de vivre. Tout quitter, afin de m'évader sous d'autres cieux, vers d'autres hommes, pour partager leur vie, pour m'efforcer de les comprendre, tout en me libérant dans une action gratuite, mais capable avant tout de m'absorber totalement. Voilà les véritables raisons de ce départ, auquel je ne veux ajouter qu'un mot, l'aventure. Je venais de terminer le livre d'André Cogna. J'ai choisi d'être indien. Cet homme avait quitté la banlieue lyonnaise en 1961. Il avait 24 ans et sa destination fut la profonde forêt amazonienne. Remonter le grand fleuve Maroni, frontière naturelle entre le Suriname et la Guyane française, dans l'espoir d'y rencontrer d'autres hommes, et si possible, la tribu amérindienne Wayana. À mon tour, partir était irrésistible. Il me fallait désormais, à bord d'une pirogue transportant du fret à travers le pays Boni, atteindre le pays indien, situé à 450 km en amont du fleuve, c'est-à-dire presque à sa source. C'est le chargement de la pirogue que je prends pour remonter le Maroni pendant 3 jours. Et là c'est assez impressionnant en fait parce qu'il faut savoir qu'une pirogue c'est très instable et il charge énormément de poids, plusieurs centaines de kilos sur une pirogue comme ça. Là c'est des sacs de ciment qui sont en train d'enlever du plastique parce qu'on va passer des seaux sur le fleuve. Donc on va prendre des vagues. Donc pour pas que le ciment soit altéré, je suis obligé de tout emballer dans des sacs plastiques. Et puis alors la petite inquiétude là, la question que je me pose c'est est-ce qu'on va pas être trop chargé, parce que j'ai déjà eu l'expérience de monter sur des pirogues extrêmement chargées et quand le fleuve est un peu tumultueux, c'est un petit peu, je dirais pas terrifiant, mais ça fait peur. Donc voilà, j'attends de terminer ça pour qu'après moi j'embarque encore en plus sur cette grande pirogue. Le voyage à travers cette incroyable forêt amazonienne allait commencer. La pirogue de 18 mètres, chargée de 5 tonnes de sacs de ciment pour Maripasula, allait remonter ce fleuve grandiose considéré par les autorités comme non navigable. J'avoue que je ne pensais à rien d'autre qu'aux Indiens. Le fleuve porte avec lui de hautes superstitions. Si j'étais sincère, il devait me laisser passer. Voilà, on quitte Saint-Laurent-du-Maroni. Il est à peu près 18h30. C'est un peu nuageux, mais il y a des lumières fascinantes. Donc direction à Patou. Je ne sais pas du tout à quelle heure on va arriver. A priori, il y a presque 4 heures de pirogue. Donc on va naviguer de nuit. On est bien chargé, mais ça va, ça tient bien la mer. Le fleuve. La tribu Wayana, ou amérindien des Grands Bois, vit entièrement immergée dans l'immensité de la forêt ombrophile, d'où elle tire encore la quintessence de son existence. Avant la découverte de l'Amérique par les Européens, ce n'est pas moins d'une 50aine de nations amérindiennes différentes qui peuplaient la totalité de la Guyane et de l'actuel État brésilien d'Amapá. Les investigations historiques nous laissent à penser qu'au XVIe siècle, au moins une partie des sous-groupes, qui plus tard donneront les Wayana, vivaient sur la rive septentrionale de l'Amazone. Au début du XVIIIe siècle, remontant progressivement le Paru et le Jari, affluents de l'Amazone, ils absorbent des peuples de chasseurs-cueilleurs, tels les Upurui et les Opaguana, qui occupaient les monts Tumuc-Umac. À cette époque-là, les Wayana forment une nation vigoureuse qui amorce un lent mouvement vers le nord, sans se préoccuper outre mesure des envahisseurs venus de l'autre côté des mers.
Ces envahisseurs apportent pourtant de nouvelles et nombreuses maladies, comme la rougeole et la tuberculose, qui se propagent d'un individu à l'autre à une vitesse foudroyante. Les Wayanas s'enfoncent dans l'immensité de la forêt, mais n'échapperont pas aux grandes épidémies, ainsi qu'à une guerre sanglante avec les Wayampi, autre tribu noble et puissante, qui prend également la direction du plateau des Trois-Guyanes. Une paix solennelle entre Wayana et Wayampi sera conclue vers 1830. Les Wayampi resteront aux portes du Brésil, sur le fleuve Oyapock. Les Wayanas poursuivront leur remontée vers le nord, à travers les Tumuc-Umac, pour s'établir finalement sur le Haut-Maroni. Le XXe siècle débutera sans que personne, pas même des aventuriers aussi prestigieux que Jules Crevaux en 1878 et Henri Coudreau en 1891, ne soit parvenu à faire sortir de leur isolement les Amérindiens de l'intérieur. Ils furent oubliés, ou on les crut éteints, jusqu'à ce qu'en 1930, la mission Monte-Richard ne retrouve leurs traces. Désormais, au nombre d'environ 2000 individus sur le Haut-Maroni, le noble peuple des Wayanas forme aujourd'hui une tribu pacifique, vivant au quotidien avec l'esprit de la forêt.